Bonjour à tous, bonjour les enfants, ça va? Oui, ça va super, j'adore. Nous aussi, ça va super. Bienvenue. Oui, ça passe à la télé. Hein. Tu sais où on est là? Oui. On est au Salon de l'Agriculture. Ça passe à 9h50 le matin, forcément à la bonne heure, évidemment de bonne humeur. Vous l'avez compris, l'ambiance est magique ici. À vivre forcément avec vous tous, je l'espère, pour découvrir évidemment tous les produits de notre belle région, la Bourgogne-Franche-Comté. Le temps de se retrouver sur le plateau et on se retrouve tout de suite. Top générique. Un événement spécial, émission spéciale. Bienvenue chez vous de bon matin de bonne humeur, 9h50 en Bourgogne-Franche-Comté du lundi au vendredi. Avec aujourd'hui un plateau, si j'osais, je dirais un plateau de fromage. Regardez ça comme c'est beau. Et ça tombe bien parce que Fabienne Laubert, vous êtes productrice de lait. Bonjour Fabienne. Bonjour Pascal. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce comté. Oui, si vous voulez. Faites confiance? Bien sûr. Mais bien sûr. Pas de Du lait, de la viande, du vin, du fromage. J'en passe, beaucoup de produits à découvrir. Ce qui est certain, c'est que nous allons ensemble sublimer les produits de Bourgogne-Franche-Comté, avec aussi la complicité des jeunes qui sont là. Bonjour Laura. Bonjour. Dans le micro, c'est bien, voilà. Oui. Lycéenne souriante et participante d'un trophée, le trophée des lycées, que nous allons découvrir d'ici quelques secondes. Mais avant cela, on fait notre petit tour de table avec, vous l'aurez constaté, un public qui est avec nous présent, et ça c'est très très agréable. Bonjour à vous, Christophe Lancien. Bonjour. Vous aussi, vous êtes dans le fromage? Dans l'affinage de fromage, oui. Exactement. Là encore, les secrets d'un bon maître affineur et forcément d'un bon fromage à découvrir dans les prochaines minutes avec vous ce matin sur France 3. Bourgogne-Franche-Comté. D'autres secrets, vous allez nous en donner, vous le prof. J'ai un peu de mal parce que je ne vous imaginais pas prof quand on a préparé cette émission. Vous êtes presque un élève. Vous êtes le prof de zootechnie. Bonjour Romain Durand. Oui, bonjour. La zootechnie, en deux mots, c'est quoi? C'est la biologie appliquée à l'élevage. Et c'est surtout sur le Salon de l'Agriculture, un trophée des lycées qu'on va découvrir ensemble d'ici quelques instants. Le temps pour moi de vous présenter aussi un élève, et un bon élève qui est là, j'espère. En tout cas, il est là. Bonjour Aurélien. Bonjour. Content d'être là? Oh bah oui. Alors faites-moi un sourire Aurélien. Voilà, ça c'est bien. C'est télégénique. Lui aussi est souriant et heureux d'être avec nous pour justement sublimer les produits de la Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à vous, Olivier Laboutte. Bonjour. Le manger local grâce aux produits sublimés, ça sera vous. C'est votre mission. Tout à fait. On va en Attention, parler hein. tout à l'heure avec amour. Bon, ben, j'espère. On vous présentera Amour. Et puis, tous ceux qui sont avec nous ici, parce qu'il y aura des petites surprises, je ne vous en dis pas plus. Ce qui est certain, c'est que maintenant, on va aller retrouver Florence Sicolella qui nous attend dans les allées de ce salon de l'agriculture ici à Paris, porte de Versailles, pour nous faire découvrir une autre agriculture. Bonjour Florence, bienvenue. Bonjour Pascal, bonjour à tous, bienvenue à vous. On va vous faire découvrir des nouvelles technologies durant toute l'émission. Et d'abord la technologie au service de la connaissance, ici sur le stand de l'interprofession laitière, avec notre guide du jour, Gérard Guyot. Vous êtes éleveur à Vernier-Fontaine, dans le département du Doubs. Eh bien vous nous emmenez dans un tunnel un peu spécial. Dites-nous ce qu'il y a dans ce tunnel. Eh bien, on va découvrir la ferme laitière, une ferme laitière française. Et la vie d'une journée dans une ferme laitière. Alors c'est tiré d'un web documentaire, c'est ça? Voilà, c'est un web documentaire pour l'interprofession laitière, puisque au départ c'est parti d'un constat quand même que les gens ont du mal à savoir ce qui se passe dans les fermes, et on avait juste envie de leur montrer, de leur expliquer une journée à la ferme, comment ça se passe exactement. Donc c'est de très belles images qu'on voit, évidemment. Là on a un petit aperçu de tout le web documentaire qui est beaucoup plus bien long. sûr, le web documentaire on peut le retrouver sur internet avec ferme laitière France. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver après sur... Alors c'est un élevage de combien de bêtes? Où est-ce qu'il se trouve? Ça c'est un élevage en Bretagne, avec une centaine de vaches laitières. Alors on fait découvrir aux gens les bêtes qui rentrent le matin à l'étable pour la traite. Il y aura une partie avec la traite, où on verra la salle de traite, comment ça se passe dans une salle de traite. On a plein d'informations, hein? Ah bon, on a plein d'informations, oui, sur l'achat des bonnes pratiques, puisque
C'est la charte des bonnes pratiques. Les éleveurs laitiers l'ont signé aussi. Et ça nous parle de respect d'environnement, de bien-être, de santé, de bonnes pratiques d'élevage, de contrôle de qualité. Alors il y a même un petit bonus, alors ça c'est chouette, c'est un casque de réalité virtuelle. Donc si je le mets, qu'est-ce que je vois? Eh ben, vous allez voir en fait en 3D. En 3D, faites attention, voilà, vous allez voir en 3D. Vous bougez pas. Vous allez voir en 3D l'intérieur de la ferme. Alors les vaches qui rentrent de l'étable. Ouais. Alors on a un petit peu suspendu dans voilà, les airs. on a un peu suspendu. Et après, vous allez voir aussi l'intérieur de la salle de traite comme si vous y étiez. Et c'est ça qui est important pour que les gens se rendent compte exactement de l'intérieur d'une ferme laitière. Ah, on se rend vraiment compte du coup, on est au cœur, on n'a pas les odeurs. Voilà, on est en plein dedans. Alors vous, pourquoi vous avez accepté? Parce que vous êtes éleveur de Montbéliard, à l'opposé de la France, oui, complètement. Dans le Doubs. Pourquoi vous avez accepté de servir de guide et discuter avec les gens ici? Alors après, moi ça fait partie aussi de mes missions d'éleveur, parce que quelque part, être éleveur chez soi et puis travailler chez soi c'est bien, mais communiquer et parler du métier c'est encore mieux. Et puis c'est un réel plaisir que de venir au salon de l'agriculture pour expliquer. Les gens sont avides de questions, ils ont envie de nous poser des questions et ils veulent voir des vrais éleveurs leur répondre sur leur métier et sur leur journée de travail. Quelles sont les questions les plus insolites ou les plus étonnantes? On a tout, hein, déjà, l'étonnement des gens, des gens et des fois qui se rendent compte qu'une vache, pour faire du lait, il faut qu'elle commence par faire un veau. Nous, ça nous paraît simple quand on habite à Vernet-Fontaine et qu'on a des vaches. Mais tout le monde ne le sait pas. Et puis après, combien de fois on traite les vaches par jour? 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Et ce que mange une vache, ils sont étonnés de voir par exemple les quantités d'eau que va boire une vache. Quand on explique qu'une vache peut boire 80 litres d'eau par jour, ils sont surpris, et les productions laitières. Il y a plein de choses à apporter. Et c'est autant très bien de détails que seul un vrai professionnel peut nous apporter. Merci beaucoup Gérard Guyot, et on vous souhaite de très belles visites encore dans les jours qui viennent. Et nous, on se retrouve dans quelques instants, Pascal, du côté des céréales. Super, je compte sur vous, le numérique et les évolutions technologiques avec l'agriculture 4.0. L'agriculture, c'est aussi une aventure collective, il ne faut pas l'oublier. C'est le thème d'ailleurs de ce salon 2018, d'où nous sommes avec vous pour une matinale tout à fait spéciale sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est vrai que l'accent est mis sur l'aspect collaboratif de l'agriculture et tout ce qui crée du lien social. Voilà pourquoi nous avions envie ce matin de vous en dire un petit peu plus sur cette filière dont nous sommes particulièrement fiers chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, la filière du comté. C'est un exemple justement de cette vision de l'agriculture, Fabienne Laubert. Oui, c'est ça. Il y a un beau partage entre plusieurs professions. Et c'est ce qui fait qu'on a un fromage d'une grande excellence. On y vient justement à ce fromage. On en voit un tout petit peu là de fromage sur ce plateau. J'ai presque envie de demander à Aurélien. Tiens Aurélien, il y a une petite assiette de fromage là-bas. Regarde juste là-bas. Va donc me chercher un petit bout de comté. Voilà. C'est très bien parce qu'on ne parle bien de quelque chose que quand on connaît le produit. Tu peux en donner un petit peu à tout le monde. Je suis sûr que tout le monde va être ravi ce matin de déguster un petit peu de comté. Pendant qu'on fait la distribution sympathiquement, pour faire un comté, il faut qu'il soit issu d'un terroir particulier. C'est ça le secret, Fabienne? Oui, alors déjà, il faut une race de vache montbéliarde ou simmental. Et en plus, il vient du territoire du Doubs, de l'Ain et du Jura, et un peu de Haute-Saône. Voilà. La Montbéliarde, ne répondez pas Fabienne, oui. Vous allez vérifier simplement la réponse de Laura qui est avec nous parce que, vous savez, Laura, elle fait le trophée des jeunes lycéens, on va en parler dans quelques minutes. La Montbéliarde, tiens, si tu avais cette question par exemple, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui sont avec nous ce matin? Qu'est-ce que c'est que cette vache, la Montbéliarde? À vrai dire, j'en sais pas grand-chose à ce niveau-là. Bon, elle n'est pas collée, rassurez-moi, monsieur le professeur. Mais tiens, on va demander au professeur alors, après tout. Non. La Montbéliarde. Pas de problème, la Montbéliarde. Donc c'est une race particulière qui est surtout dans l'est de la France. C'est une race rouge, on dit pie rouge, rouge et blanche. Et donc vous pouvez voir de beaux spécimens de cette race dans le hall 1. Je fais une petite parenthèse, on parlera des élevages demain, forcément de nos amis les vaches, mais pas seulement, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en Bourgogne-Franche-Comté. Je reviens sur notre comté. Juste à côté, il y a un maître affineur qui est là. Au-delà de la patience, de la passion, vraisemblablement, et probablement du savoir-faire, c'est tout un art d'être affineur. Qu'est-ce que c'est, être affineur de comté? C'est tout un art, oui, effectivement. Donc Fabienne, elle est productrice de lait. Entre nous deux, il y a quand même le fromager. Le fromager, lui, transforme le lait en fromage. Et nous assurons la seconde transformation, c'est-à-dire le vieillissement, et tous les processus biochimiques qui vont avoir lieu dans le fromage pendant de longs mois.
Et c'est notre métier, quoi. Donc, Bon. notre métier, c'est la surveillance, les soins qu'il faut apporter. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une passion commune pour la qualité. Tout à fait, Ah, tout à fait. fait. ouais. Alors justement, à quoi reconnaît-on un bon comté, s'il vous plaît? Mais le comté est toujours bon. Le comté est toujours bon. Le vrai, hein, attention, il faut se méfier des imitations. Non, non, pas d'imitation chez nous. Ah, grâce justement à ces fameuses Montbéliardes, qui sont quand même, il est bon de le préciser, on voit quelques images là, à 800-900 mètres d'altitude. Vous les nourrissez comment, vos vaches? Alors l'hiver, c'est exclusivement du foin et un peu de céréales, enfin de l'herbe séchée. Et l'été, elles sont en prairie naturelle. Et comment votre lait est-il collecté? Alors il est collecté une fois par jour, toutes les 2 traites, et par un fromager qui vient le chercher et qui l'apporte en cope. Voilà. Alors c'est là où vous intervenez, vous, le maître affineur. Non, pas Non, pas tout à fait. encore. Pas tout à fait. Il y a le fromager. Voilà, il est fromager entre nous. Hein. Le D'accord. fromager va donc faire son métier, il va fromager, il va faire le fromage, et, la coagulation du lait, quoi. Oui. Nous intervenons seulement après. Nous intervenons environ 3 semaines après. Le fromage a subi ce qu'on appelle un pré-affinage. Il a déjà la forme du comté. Il durcit peu à peu. Et ensuite, nous venons le chercher en coopérative. Ce que je vous propose à vous tous qui êtes avec nous, c'est justement de découvrir les secrets de ce fameux comté, la star des fromages. Regardez en image, depuis le Salon de l'Agriculture ici à Paris, porte de Versailles. Dans l'univers du comté, c'est une petite cave. 2000 meules dans cette allée tout de même. Et des allées comme celle-ci, il y en a 28 chez les Seignes-Martin. Là, typiquement, on entend un défaut. Elles sont beaucoup plus crues, là, ici. Ça veut dire que la pâte présente des fissures dues à des mauvaises fermentations. Celle-ci sera déclassée. Ce n'est plus du comté. Le comté, le vrai, c'est 120 jours d'affinage minimum à une température qui varie entre 7 et 13 degrés. Oubliez la publicité, ici on ne retourne plus les meules à la main. Toute la manutention est mécanisée. Mais pour ce qui est de l'affinage et de ses secrets... La machine, évidemment, elle ne comprend rien à tout ça. Elle frotte bêtement tous ces fromages. Mais nous, on sait que ce fromage-là doit rester plus longtemps dans les caves tempérées, passer en cave froide, sa maturité est atteinte, c'est maintenant qu'il faut le commercialiser. Voilà, ça, c'est notre secret, ça, c'est notre savoir-faire. Alors, ces fromages. Avant l'affinage, les comtés sont blancs, fournis par une douzaine de coopératives laitières au cahier des charges draconien. Des producteurs heureux, car leur lait vaut de l'or. Il est bien valorisé parce que le produit, le fruit du travail du lait est un comté qui est un produit aujourd'hui haut de gamme. Et ce produit haut de gamme se vend très très bien. Un produit d'exception pour des clients d'exception. Ouais, par exemple, celle-ci, là, cette meule, c'est une meule de plus de 3 ans. Pour la petite histoire, c'est destiné à nos ministères et l'Élysée. Petit, mais réputé. Le dernier raffineur de comté dans l'Ain fait mieux que de la résistance face aux grands groupes industriels fromagers. Il y a une grosse sélection qui a été faite au départ. On va chercher des fruitières avec des terroirs très intéressants qui nous permettent d'avoir des comtés haut de gamme, de très bons comtés. Et puis aussi, notre petite taille d'affineur nous permet de faire un affinage sur mesure. Le prochain chapitre s'écrit ici. Pour répondre à la demande, Seignes-Martin double sa capacité d'affinage, un produit star et une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Un produit d'exception, vous l'avez compris, réputé avec un affinage particulier. On voit quelques images. Le lait issu des meilleures fruitières et surtout, au-delà de la qualité, un exemple justement de ce collectif, de cette filière comté. Parce que beaucoup d'autres agricultures, entre guillemets, vous envient. Oui, et puis agriculteurs aussi. On peut dire qu'aujourd'hui, on est dans un commerce équitable, hein, parce qu'on peut prendre un petit exemple tout simple. Aujourd'hui, on passe 1 euro de hausse sur le comté, 80 centimes est reversé aux producteurs. Ouais, on participe tous ensemble au succès du comté, quoi. Donc le vrai succès, c'est des produits de qualité, on ne le dira jamais assez, mais aussi cette filiation qui existe, j'allais dire, du début jusqu'à la fin. Voilà, et des gens tous extrêmement concernés, hein, comme Fabienne qui adore son métier, moi le mien, le fromager aussi. On est tous des passionnés en fait. Voilà. Hein. Beaucoup de passionnés, oui. Une bonne texture, un petit peu de souplesse, un petit peu de caractère, c'est ce qui fait notre comté. À découvrir évidemment sans modération. On va vous mettre tout le lien qui va bien sur
france3.fr. Et on va peut-être même vous donner quelques exemples de petites recettes parce qu'il y a un chef qui est avec nous. Reste avec nous, c'est certain. D'abord, j'ai envie de vous poser une question à tous. Est-ce que vous connaissez la lyre d'or? Est-ce que ça vous parle, la lyre d'or? Ça vous parle pas, visiblement. Non, pas du tout, non. Non. Pourtant, le fromager devrait connaître. Hein. Ah oui, 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 parce que c'est un des nombreux concours du Salon de l'agriculture. Vous ne connaissez pas ça, vous, le maître affineur? Non. Bon, il faut qu'il fasse un petit peu de pub. Au salon du fromage. Comment vous dites, C'était Fabien? au salon du fromage. C'était au Salon du C'était le fromage. concours au salon du fromage. Non? Oui. En C'est fait, ça il s'agit de faire le plus beau pâteau de fromage. Pour le reste, regardez en couleur. Nos équipes ont suivi cette aventure. Le fromage à l'état brut, c'est puissant, massif, bref, très terroir. Le défi du jour, le rendre subtil, délicat comme un bouquet de mariée. Le mariage, justement, c'est le thème sur lequel nos 15 candidats fromagers ont dû plancher pour présenter un plateau de fromage pour 50 convives. Hygiène, esthétisme, qualité des produits ou encore association fromagère, rien n'échappe à l'œil du jury. Qui dit mariage, dit en principe gaieté, dit des choses d'une couleur chatoyante, varier les couleurs, genre faire des pièces montées et facile à manger, facile à prendre. Un mariage, on évite de se tâcher aussi. Des critères que Marie, notre fromagère de Vesoul, avait bien en tête lorsqu'elle a préparé le concours avec ses 2 collègues venus la soutenir aujourd'hui. On a choisi beaucoup des fromages de notre région déjà pour représenter notre région. Et après, elle a fait beaucoup de choses originales. Elle a proposé aussi avec des petites graines, sésame, herbes de Provence, des choses comme ça. C'est un bon mélange. Les éléments sont modulables, hein, on peut les enlever, les remettre, et puis on peut se servir assez facilement, soit se couper une tranche, soit avoir une petite bouchée à déguster. La thématique du mariage, vous n'avez pas voulu aller dans le côté un peu... Que ce soit des détails, ouais, la dentelle, les fleurs, des petites phrases écrites ici ou là, et voilà. Pourtant, les choix de Marie n'auront pas suffi à convaincre le jury, qui trouve le résultat trop timide par rapport à d'autres candidats. Le bois, c'est joli, mais ça manque de hauteur, ça manque de couleur. Il y a certaines choses qui... Et ils sont 50. 50 personnes à un mariage, ça mange quand même. Pour l'instant, c'est la seule chose que je peux vous dire. Ce soir, Marie ne sera malheureusement pas sur le podium de ce concours. Loin de le prendre comme un échec, elle repart avec des idées plein la tête, piochées dans les plus beaux plateaux. Des astuces qu'elle n'hésitera pas à mettre en pratique dans sa boutique pour le plus grand plaisir de ses clients de la région. Hygiène, qualité, association des fromages. Je me tourne vers le chef qui est avec nous ce matin et qui sublime les produits de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est quoi le secret d'un bon plateau de fromage? On va déjà commencer avec ceux qui sont à côté de chez nous, en règle générale, et après on va venir avec des notes qui viennent de d'autres régions. Et ce qui est de plus en plus tendance, c'est de partir un petit peu sur des fromages à base de brebis ou de chèvre, pour X raisons en tout cas. Et le but après, si on met déjà ces 2 critères-là en place, c'est de partir sur un fromage plutôt crémeux, faire plaisir, des fromages plutôt forts aussi, pour les personnes qui aiment les fromages de caractère, ou pour boire aussi avec un bon vin, qu'on a bien représenté en tout cas dans notre région. Et après, c'est au goût de chacun. Comté, Époisse, Concoyote par exemple, ça c'est royal. Par exemple, là on est bien, en plus on n'a que 3 fromages, donc ça fait à peine assez. Et puis au-delà de ça, pour ceux qui sont avec nous ce matin et qui savent que vous êtes un cordon bleu, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui voudraient justement mettre en avant le comté dans un plat tout simple, hein? Si on veut faire des choses très simples et qui surprend facilement, si on a un très vieux comté, on peut le servir avec un morceau de gingembre confit. Ça marche vraiment, vraiment très très bien. Mais on peut partir après sur des agrumes, et ça marche très bien aussi. Il y a une énorme richesse dans notre région, hein. Il y a beaucoup de potentiel. Je vais certainement en oublier, pardon si je fais des jaloux, la viande charolaise, le bœuf comtois, la saucisse de Morteau, le poulet de Bresse. Ça se marie très très bien, aussi bien que le comté, que le bleu de Gex. C'est un jeu d'équilibre, hein. Il faut équilibrer l'ensemble, il n'y en a jamais un qui doit dominer l'autre quand on fait un accord. Ici, au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, pour cette matinale exceptionnelle, nous sommes allés, et nous le vivons aussi dans le 19-20 en Bourgogne et en Franche-Comté, découvrir les produits de l'aquaculture, parce que c'est vrai que les lacs, les étangs, nos rivières, je pense aux cendres, à la truite arc-en-ciel, au brochet, à la carpe,
à la tange, j'en passe aussi. Il y a le silure aussi. Hein. Ah oui, le hier silure. soir, on a fait un petit cocktail avec le silure, justement. Et les écrevisses de Franche-Comté. L'idéal. Vous connaissiez les écrevisses de Franche-Comté, mesdames, messieurs? Oui. Bon, les écrevisses de Franche-Comté, le saumon de Fontaine aussi. On n'en a pas conscience. Et puis les autres saveurs du terroir qu'on connaît par cœur. Alors bon, évidemment la moutarde, les escargots de Bourgogne, les morilles. Ah, ça revient au goût du jour, les escargots, parce qu'on a de plus en plus de production d'escargots aussi. On arrive après dans le manger local, manger autour de chez nous, pour éviter des impacts. Et puis surtout, c'est qu'on connaît le producteur. Et le producteur va être aussi rémunéré à la hauteur de son énergie dégagée pour avoir des produits de qualité. C'est important pour vous de cuisiner local? Tout à fait. Et puis avec les produits qu'on a sur la table, on ne peut pas faire autrement de toute façon. C'est vrai. Et encore, on en a probablement oublié. J'ai pas vu d'anis de Flavigny. J'ai pas vu de miscuit de Montbozon non plus. L'absinthe de Pontarlier, qui est très bonne, qui est en attente d'IGP, hein, je le précise. Il y en a 3 qui sont en attente, en tout cas d'IGP. On a encore réussi à en avoir 2 IGP l'année dernière. On est sur 14 AOP. Il ne faut quand même pas oublier qu'on fait partie des régions où on a le plus d'AOP et d'IGP représentés. Appellation d'origine protégée et IGP. D'origine protégée et l'autre c'est, alors je sais même plus, j'ai un truc de mémoire. C'est la géographique protégée, voilà, c'est ça. C'est bien. On marie le fromage, on marie les viandes, on marie tous les produits et on en profite aussi pour se balader dans ce salon de l'agriculture avec Florence qui n'a pas son pareil pour nous faire découvrir les coulisses de cette agriculture 4.0. Vous voyez, on est carrément passé dans le super futur. Florence, vous êtes du côté des céréales, c'est ça? Pascal, nous nous sommes déplacés au hall 2 à l'Odyssée végétale ici. En gros, ça représente toute la filière céréalière de France, donc de la production avec les grosses machines jusqu'à la produit fini, le fournil où on fabrique le pain. Parce qu'on a tendance à l'oublier, Philippe Dubief, mais la Bourgogne-Franche-Comté produit beaucoup de céréales. Vous-même, vous en produisez. Absolument. Merci en tout cas de prêter cette attention parce que finalement l'ensemble de la France est une filière céréalière d'excellence et la Bourgogne également puisqu'elle produit à peu près 5 millions de tonnes de céréales. Alors la moitié c'est du blé tendre, une autre partie c'est de l'orge pour à peu près 1 million de tonnes. Donc c'est extrêmement important pour notre filière. Et évidemment sur l'ensemble du territoire de Bourgogne-Franche-Comté, elle est plus faite sur l'ancienne Bourgogne, mais aussi consommée justement. C'est extrêmement important cette liaison avec la filière animale et la Franche-Comté, parce qu'une partie également de nos céréales vont pour l'alimentation animale. Alors là, je le disais, l'idée sur ce secteur, c'est quand même aussi de parler des innovations techniques. Et ça, c'est aussi avec Xavier Gauthier qu'on va le faire. Alors Xavier Gauthier, vous travaillez chez Arvalis. L'Institut du Végétal, c'est un institut de recherche et de développement. Vous vouliez me présenter une machine en particulier. Oui, tout à fait. C'est une machine qu'on présente pour la première fois ici. À la pointe de l'innovation, là. Qui permet d'améliorer la connaissance de la fertilité des champs. Aujourd'hui, un agriculteur, quand il analyse sa terre, il fait un échantillon sur sa parcelle, il l'envoie au laboratoire, qui, quelques semaines après, renvoie le résultat d'analyse. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Aujourd'hui, avec cet appareil que vous allez voir dans un instant, il s'agit d'accélérer l'acquisition du résultat. En quelques secondes, nous avons le résultat. L'appareil est portatif, donc on va directement dans le champ. Et surtout, on peut multiplier les analyses dans un même champ. Au lieu d'avoir un seul résultat, on peut en avoir 10. Et donc, on peut avoir, en quelque sorte, la cartographie de la fertilité de son champ. Et là, on voit, on met directement l'appareil donc sur un extrait, en gros, voilà, un échantillon. Exactement. Donc là, Bruno est en train de faire l'analyse. Sur cette carotte de terre. Ça sert à quoi de connaître la composition de son champ? Ça permet de doser plus précisément les engrais, que ce soit des engrais chimiques ou que ce soit des fumiers. Donc, si je connais la cartographie de ma fertilité, je peux apporter un peu plus à tel endroit, un peu moins à tel autre, et être beaucoup plus précis, meilleur pour le rendement, pour la qualité, et meilleur pour l'environnement. Économe, bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous servir, vous, en tant que céréalier? Absolument, c'est extrêmement important. L'ensemble des innovations sont extrêmement importantes pour répondre surtout à un objectif essentiel, c'est celui d'améliorer le processus de production, alors qui partent du producteur, mais aussi qui génère tout au long de la filière, assurer la qualité alimentaire, mais aussi pouvoir réduire notre empreinte environnementale, ce qui est excessivement important. Ici,
c'est très bien parce que ce laboratoire portatif réduit tout d'abord la pénibilité, est beaucoup plus fiable et efficace et rapide. Et ça nous permet tout au long du champ justement de connaître le potentiel. Juste pour vous indiquer que lorsque vous avez une parcelle qui va faire par exemple 7 tonnes hectares, vous avez des parties dans la parcelle qui vont faire 4 tonnes et d'autres qui vont faire 8 tonnes. Il s'agit aujourd'hui, bien sûr, il s'agit aujourd'hui de pouvoir cartographier le potentiel du sol et d'apporter la bonne dose au bon moment, au bon endroit. En un mot pour conclure, c'est commercialisé déjà? C'est en service? Alors pas encore. Donc ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que ça marche. Et donc aujourd'hui, on est en phase de transfert, c'est-à-dire dans quelques mois, nous aurons un partenaire industriel qui proposera un service opérationnel sur le terrain. Donc à la fin de l'été, probablement, cette innovation sera vraiment dans les champs. Bon voilà, pour les producteurs qui nous regarderaient, en tout cas qui ne manquent pas de suivre. Eh bien Pascal, on revient dans un instant avec une autre innovation qui est en cours d'élaboration, cette fois pour le maïs. Super, on prend rendez-vous alors que vous voyez ces magnifiques images en couleur réalisées par toutes les équipes techniques de France Télévisions. J'en profite pour les remercier parce qu'ils font tous un boulot formidable. 50 minutes, croyez-moi, c'est pas forcément évident à faire dans ces conditions. Il y a beaucoup de bruit, mais c'est ça aussi le salon, voilà. C'est vivre l'ambiance, vous la vivez avec nous et vous essayez d'en apprendre un petit peu ce matin sur notamment l'agriculture 4.0. On vient de le vivre avec Florence et je me tourne vers vous, monsieur le professeur de zootechnie, Romain Durand, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, être agriculteur, c'est être chef d'entreprise, c'est d'être manager, c'est d'être comptable. C'est ce que vous apprenez aussi à vos élèves? Voilà, donc aujourd'hui, la formation d'un jeune agriculteur, en fait, c'est tout ça, quoi. C'est plusieurs métiers, c'est pas seulement la production, hein, c'est la comptabilité, c'est l'étude pour l'expérimentation. Donc il y a beaucoup de progrès aujourd'hui qui permettent d'être multifacettes, quoi. Est-ce que vous êtes à l'affût justement de ces nouvelles technologies dont nous avons parlé ce matin? Oui, bien sûr, hein, on tient en permanence une veille technique. Hein. Donc ces événements comme le salon nous permettent de suivre un peu les évolutions techniques, économiques aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en musique, hein, 9h50 le matin en Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas tous les jours comme ça, hein, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, au salon de l'agriculture, vous l'avez compris, assez exceptionnel. Hein. Un salon qui justement fait la part belle au lycée avec un trophée un peu particulier. Romain, de quoi s'agit-il? Donc c'est le TNLA, le Trophée national des lycées agricoles. Donc nous sommes venus avec le lycée d'Auxerre avec 6 élèves, donc 2 sont ici sur le plateau. Donc c'est un trophée en fait national où tous les lycées se rencontrent et ils sont répartis en 2 sections, les sections laitières et allaitantes. Justement, à côté de vous, il y a Laura. En face de vous, il y a Aurélien. On va commencer par Laura, on va être galant. Oui. En plus, elle a de magnifiques yeux, Laura. C'est très agréable. Laura, on n'a pas la vision d'une agricultrice au demeurant quand on vous voit pour la première fois, pour ne rien vous cacher. Je suis plus du côté des chevaux que des vaches ou des choses comme ça, mais j'aime beaucoup les animaux et travailler dans la nature, donc l'agriculture me va bien. Alors pourquoi avoir choisi de faire ce fameux trophée, le trophée des lycéens? Parce que c'est quand même une expérience assez exceptionnelle et qu'on peut découvrir au final plein de choses et apprendre énormément de choses quand on ne connaît pas grand-chose. Donc, j'ai envie de demander à Aurélien une journée type pour la préparation finalement de ce trophée. Bah, déjà, c'est la préparation de la vache. La laver, puis s'habituer, qu'elle s'habitue à faire marcher avec nous, puis que nous, on s'habitue à elle. C'est carrément une équipe que vous préparez, j'imagine, là, Romain, parce que les élèves sont là, il y a le prof. Pendant les vacances, finalement, vous êtes ici, vous. Oui, donc le trophée des lycées, c'est bien l'agriculture, une aventure collective. Hein, donc c'est une équipe. Hein, il faut qu'on ait les élèves, les profs. Il faut arriver à mettre tout le monde en cadence pour mettre en place ce trophée des lycées. Tiens, justement, en cadence et en couleur, regardez-moi ces belles images. On a été tourné justement dans les coulisses de ce trophée. On les a vues, là, ces images, avec notamment quelques bovins. On en voit là. Qu'est-ce que c'est? Contez-moi ce qui se passe là. Donc là, on voit le lycée de Fontaine. Donc avec leur petite génisse. Donc là, les élèves la remettent dans le box des veaux. J'ai l'impression de vivre le Tour de France des vaches, là. C'est très particulier, Romain. Oui, c'est quoi les étapes du trophée? Parce qu'il y a différentes étapes. Il n'y a pas que le peignage, entre guillemets, de vache. Non, non, il y a plusieurs épreuves. Hein. Une épreuve de communication, une épreuve de manipulation, et puis enfin une épreuve de présentation sur le grand ring.
Communiquer, ça veut dire quoi pour vous, Laura? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, par exemple, pour ce trophée? Moi, personnellement, on a préparé le passage pour samedi sur le Grand Ring, la présentation de la vache et du lycée. D'accord. J'ai entendu parler, je me tourne vers Aurélien cette fois-ci, des réseaux sociaux, alors Facebook, Twitter, j'en passe, j'en oublie. Vous avez communiqué sur les réseaux sociaux, ça fait partie d'une épreuve que vous avez pour ce concours? Oui, ça fait partie d'une épreuve. On devait, pendant la période de préparation, dire ce qu'on faisait, présenter la vache, et puis dire les nouveautés au niveau du lycée. Communication, implication des élèves aussi, hein, pour ce trophée, c'est important. Oui, il y a une épreuve implication des élèves. Hein. Donc, animation de la stalle, ils doivent renseigner le public, tous les visiteurs curieux qui s'arrêtent sur le stand. D'ailleurs, ils sont les bienvenus. Et manipuler les animaux, on l'a vu. Laura, vous vous êtes plutôt branchée chevaux, je l'ai compris. Oui. Tout à l'heure, c'était pas un cheval que nous avons vu. Non, exactement, c'était une Primolstein, une vache. Très bien. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir ici sur ce plateau, encore une fois. J'ai envie de vous dire, on reste ensemble, ça va? Ça vous va? Vous pouvez vous servir? Vous savez, il y a des petites choses devant, faut pas hésiter. Vous savez, il y a un petit peu de comté. Tiens, Romain, dites-moi ce qu'il y a là, sur ce plateau, là, vite fait. Alors, on a un très beau plateau de comté. Oui. Et allez, il y a un petit peu de morbier, il y a un petit peu de saucisse de morteau. Je vous laisse regarder le plateau. Pendant ce temps-là, on va retrouver Florence pour C'est votre tour, avec toujours l'agriculture 4.0. Et on va notamment parler d'innovation en matière d'insecticides. Regardez. Pascal, nous allons parler maintenant de l'innovation au service du maïs, puisqu'on essaye de lutter au maximum contre un prédateur du maïs et surtout d'essayer d'utiliser moins d'insecticides. Quel est ce prédateur, Xavier Gauthier? Qu'est-ce qui ravage le maïs dans nos régions? Ici, on vous parle de la pyrale du maïs. Donc la pyrale, c'est ce joli petit papillon. Ouais, joli. Vous voyez ici, il est installé sur une feuille de maïs. Ici, vous avez la famille, hein, le mâle, la femelle. Donc ce papillon qui vit plutôt en dehors des champs de maïs, mais la femelle, elle vient pondre dans les champs de maïs. Donc le soir, dans les soirées de juillet, elle pénètre dans les champs de maïs pour déposer ses œufs sur les feuilles. Et de ces œufs vont sortir des larves que vous voyez ici. Qui dévorent littéralement? Qui dévorent littéralement, qui font des galeries, des perforations dans la tige. Et même si elles sont très voraces et très nombreuses, elles vont jusque sur l'épi de maïs. Donc vous avez ici un épi qui est perforé et ça fait des morsures et des champignons, des moisissures qui altèrent la qualité du maïs. Donc c'est un vrai problème. Alors qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent pour lutter contre cette pyrale du maïs, Philippe Dubief? Alors nous avions tout au départ, depuis de nombreuses années, un insecticide. Mais depuis quelques années, nous utilisons le biocontrôle. Donc c'est quoi? C'est des trichogrammes. C'était une micro-abeille, une micro-guêpe qui vient détruire les œufs de la pyrale du maïs. Et alors, vous les répandez dans les champs? Je crois d'ailleurs qu'on peut en répandre par le drone maintenant qu'on voit accroché là-haut. Alors absolument, les micro-guêpes, elles vont être dans les capsules qui sont biodégradables et qui vont être épandues sur le sol. Grâce à l'humidité du sol, les capsules vont se désagréger, libérer donc la petite guêpe qui est gros comme une tête d'épingle et qui va ensuite aller sur les œufs de la larve, de la pyrale pour détruire ces œufs. Donc ça c'est déjà pas mal, mais vous avez mis au point d'autres choses avec l'INRA. Alors de quoi s'agit-il, Xavier? Voilà, comme les solutions miracles n'existent pas. Il faut plusieurs leviers, plusieurs solutions pour les agriculteurs. Et avec l'INRA, on s'est posé la question de savoir ce qui attirait les pyrales dans les champs. Et il se trouve que c'est une histoire d'odeur. Donc en fait, on a identifié les odeurs et le mélange d'odeurs qui les attire, avec des petites choses comme ça, hein, qui ont été mis dans les champs. On a analysé les mélanges d'odeurs, on les a reproduites, on a mimé la nature en quelque sorte. Et on a synthétisé ces odeurs, on les a testées au laboratoire pour identifier celles une par une et en mélange, pour savoir quelles étaient les plus attractives, donc dans des petits tunnels en laboratoire. Et à la fin de cette étude, Marvalis, si j'ose dire, est arrivé en disant « mais c'est super ce truc-là, il faut vraiment qu'on aille
vérifier dans le champ que ça marche bien. Arvalis, rappelons-le, c'est votre institut de recherche qui est financé par les céréaliers eux-mêmes. Hein. Tout à fait. Notre travail, c'est de trouver des solutions pour leur faciliter la vie, pour leur permettre d'être rentables. Alors ça ressemble à quoi cette odeur mise en... Alors cette odeur, vous fiole l'avez ici. Nous avons ici ce petit diffuseur qui est placé donc, dans le maïs. Donc on a pu vérifier les premières années qu'il attire effectivement. Elle attire effectivement les pyrales. Je peux sentir ? C'est pour ça que c'est très prometteur. Donc vous allez pouvoir sentir. Alors ça sent la feuille vraiment verte de maïs. Voilà, ça a une odeur très végétale, ce qui n'est pas très surprenant. Hein. Et alors maintenant qu'on a cette odeur, l'idée qu'on attire notre papillon, puis on en fait quoi? Maintenant l'idée c'est de savoir comment on va parvenir à le piéger. Puisque je rappelle que l'idée c'est de se passer d'insecticides. Donc on mime la nature, on reproduit les phénomènes et on cherche à piéger le parasite, le ravageur, dans ce genre de piège ou peut-être dans un autre piège. En fait, on en est là aujourd'hui. C'est que cette recherche qui dure depuis plus de 8 ans, elle a encore besoin de 2, 3, peut-être 4 ans, enfin les avis sont partagés, pour trouver vraiment le dispositif opérationnel qui fonctionne vraiment dans les champs. Donc d'ici quelques années, on aura la méthode aboutie pour essayer de capturer ce vilain papillon ravageur du maïs. Vous voyez qu'on réfléchit, donc les producteurs et les instituts de recherche ensemble pour une meilleure agriculture demain, Pascal. Merci Florence. On profite pour vous rappeler que demain, nous serons à nouveau ici à Paris, porte de Versailles, pour vous faire vivre les coulisses de ce salon de l'agriculture en sublimant les produits de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, toute l'équipe de C'est votre tour, c'est Florence, c'est Amélie, toutes nos équipes sont aussi dans votre 19-20 tout à l'heure, en Bourgogne et en Franche-Comté. Romain, juste avant que nous ne découvrions ce qui se passe avec Florence, nous parlions un petit peu de ce plateau qui est ici au sens premier du terme. C'est-à-dire que sur le plateau de télé, il y a aussi un plateau de fromage et quelques autres produits. Dites-moi un petit peu ce que nous avons ici. Alors là, on a le Blood Jacks. Comme on disait tout à l'heure, qu'on a goûté, c'est le comté. On voit les petits cristaux de tyrosine qui n'est pas du sel. Là, on est sur la farine bio avec de l'ancien blé qui revient de plus en plus. On a les petites griottes de Fougerolles, la gelée de coin, la moutarde Fallot qui est fabriquée à Beaune, encore à l'ancienne. On a la Montbéliarde, on a la Morteau, on a les Poisses, on a une dernière arrivée, ça fait pas très longtemps, le Charolais. On a des petites terrines, j'ai oublié quoi, le pain d'épices qui est caché tout au bout. Il doit y avoir de la cancoyote ou de la crème de Bresse si je vois pas très bien, et le jambon persillé, les escargots, et puis après c'est caché. Allez, tant pis, on va faire des jaloux. Olivier, s'il fallait cuisiner avec quelques produits, lesquels allez-vous choisir? Ça dépend. Ça dépend si c'est avec des amis, si c'est pour faire quelque chose plutôt haut de gamme ou pas. Si c'est juste la convivialité, eh ben, je prendrais un plateau de fromage, donc je prendrais un petit peu de tout. La charcuterie posée à côté et un bon pain qui sera fait avec la farine, bien évidemment, qu'on vient d'évoquer. Dans la simplicité, là. Alors ici, pour ceux qui sont avec nous sur le salon, vous avez la chance de sublimer nos fameux produits, on ne le dira jamais assez. Vous cuisinez quoi ici Alors ici, on est parti d'un concept qui est que le burger fonctionne très très bien. Et on fait tout en frais avec des produits qui sont locaux. C'est-à-dire que même le burger est fabriqué à Dijon et on est livré tous les jours. C'est une farine bio. Et tous les légumes viennent... on a pris 2 producteurs, hein, désolé pour les autres, mais on a fallu choisir. Mais tous nos légumes viennent en tout cas de Bourgogne et de Franche-Comté. Les pommes de terre viennent d'un côté et puis les autres légumes viennent de l'autre. Alors justement, à propos de ceux qui sont à côté de vous, eux, ils sont là sur le salon de l'agriculture pour le trophée des jeunes lycéens agricoles. On est bien d'accord, monsieur le professeur? Oui, on est bien d'accord. Voilà. Et puis ici, nos amis, vous êtes là pour le comté. Qu'est-ce que vous proposez ici, porte de Versailles à Paris, pour le salon de l'agriculture? Eh ben moi, je suis au hall 1 et je suis sous la fruitière. Donc, j'ai plusieurs comtés à proposer. Du Blood Jacks, du Morbier, du Mont d'Or. Texture, souplesse, caractère, c'est le tiercé dans l'ordre pour tous ces fromages? Tout à fait, oui. Oui, oui, beaucoup de caractère, c'est bien. Ça nous va bien. Si je rajoute le quartier, le quintet plus, vous mettez quoi? Vous rajoutez le sourire et la qualité? Tout à fait, voilà, merci. Et vous, le maître affineur? Le maître affineur, lui, il était sur le salon du fromage, qui est un salon réservé aux professionnels, qui se termine cet après-midi, qui a commencé dimanche. Très bien. Tiens, à propos de date, pour le trophée des lycéens,
c'est bientôt hein, le trophée, là. C'est à la fin du salon, c'est dimanche. Ah oui, c'est la fin du salon, oui, dimanche. Dimanche sur le Grand Ring. Très bien. Bon, vous savez quoi, on ne va pas attendre dimanche maintenant pour vous faire découvrir une innovation assez surprenante. Lui a choisi de distribuer son lait différemment. C'est directement du producteur au consommateur avec un camion un petit peu particulier. Regardez. Ça coûte combien 1 litre de lait? Je le vends 1 € le litre et par 10 litres, je le fais 80 centimes. Voilà, c'est moi qui définis le tarif. 5 jours par semaine, cet éleveur et sa femme enfilent leur costume de commerçant. Il manque 10 2, 4. Ok, je vous rends 10. Comptez 13 000 € pour cette cuve. Alors depuis 1 an et demi, la vache à roulettes répand la bonne parole et le lait cru dans tout le département. Elle a maintenant ses fidèles. J'ai de la famille qui ont des vaches, donc je connais le problème des agriculteurs. Voilà, donc je préfère donner de l'argent là où ils en ont besoin que dans la grande surface. Ma femme est contente parce qu'autrefois, quand on était jeune, on allait chercher le lait à la ferme. Même les plus jeunes se laissent tenter. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur, vous buvez du lait cru? Non, en fait, on boit du lait comme tout à chacun, voilà, au petit déjeuner. Voilà, on a toute la famille, et puis là, ça va être la chandeleur. La plupart du temps, Loïc vend son lait 3 fois moins cher. La coopérative Sodial lui achète 33 centimes le litre ce mois-ci. C'est le minimum tolérable, ce qui serait bien. Voilà. Après, malheureusement, c'est le prix, on va dire, dans la période haute. Là, pour les mois qui arrivent, ça va rebaisser, quoi. Sauf que pour continuer à produire, il a fallu investir, passer à 100 bêtes et cette machine à traire qu'il faut rembourser. Aujourd'hui, la vache à roulettes, c'est 6% du chiffre d'affaires mensuel, précieux complément pour les fins de mois difficiles. Tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Et on est déjà beaucoup pris sur les exploitations chacun, quoi. Qui vit sur une exploitation laitière, voilà, il faut qu'il y ait 3-4 personnes pour pouvoir organiser un petit peu le travail au quotidien, quoi. Loïc, lui, peut compter sur son employé, son frère et sa femme. L'exploitation familiale n'a pas fini de s'étendre. Bientôt, la vache à roulettes vendra son fromage, ses yaourts et son lait, bien sûr. Éviter les intermédiaires, finalement, pour gagner plus. Est-ce que c'est pas ça la recette du succès, Fabienne, en plus d'avoir un produit de qualité? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, on a de la chance d'avoir beaucoup de fruitières, de coop, donc beaucoup de personnes qui viennent directement acheter nos fromages en fruitière. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être avec vous ce matin pour 9h50 en Bourgogne et en Franche-Comté. Je vous conseille de rester avec nous, bien sûr. L'émission n'est pas encore tout à fait terminée. Place maintenant à l'actualité avec Arnaud Lefebvre pour tout savoir de la Bourgogne et de la Franche-Comté.